Je voulais donc présenter rapidement, encore une fois, tous ceux qui prendront la parole, et j'espère que vous serez nombreux dans la salle à poser des questions ou à intervenir. Je voulais brièvement faire un compte-rendu du sens des contributions que nous avons reçues, des contributions écrites que nous avons reçues pendant la période, encore une fois, où nous avons ouvert le débat du mois de janvier jusqu'au 11 mars dernier, date de clôture de la consultation publique. C'était une première. Comme vous le savez, la France n'avait pas encore des lignes directrices sur les sanctions en matière de concurrence. Et donc, c'est une première pour l'autorité de la concurrence. Ce n'est pas la première fois qu'elle élabore des documents de ce type. Elle l'avait fait pour la clémence, elle l'avait fait pour la transaction, elle l'a fait plus récemment pour le contrôle des concentrations. C'est la première fois qu'elle se penche sur un sujet important mais difficile, qui sont, encore une fois, les méthodes à retenir pour fixer, déterminer le montant des sanctions. C'est vrai que nous ne sommes pas les premiers, par conséquent, nous bénéficions d'un retour d'expérience de la Commission européenne, qui, par 2 fois, en 1998 et 2006, a fait cet exercice, mais aussi parce qu'en Europe, d'autres autorités nationales nous ont précédés. Je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, je pense plus récemment à l'Espagne ou à la Pologne. C'est aussi la première fois, je le signale, que ces lignes directrices sont préparées en temps de difficultés économiques. Quand nos prédécesseurs en Europe ont fait cet exercice, ils n'avaient pas en tête l'idée que le monde économique pourrait être traversé par une crise financière et une crise conjoncturelle qui s'est révélée parmi les plus graves que celles qu'ont connues nos économies développées. Mais en même temps, et je le dis très clairement, nous ne construisons pas des lignes directrices pour le temps de crise. Nous préparons des lignes directrices qui devront s'adapter à tous les temps économiques, y compris ceux de prospérité vers lesquels nous reviendrons. Et de ce point de vue-là, je voudrais saluer l'arrêt de la Cour de cassation rendu hier. La Cour de cassation a confirmé de manière définitive l'entente sur le travail temporaire et sur la question de l'impact de la crise sur le montant de la sanction. La Cour de cassation dit très clairement que la crise n'est pas un facteur qui, en tant que tel, doit être pris en compte dans le calcul de la sanction. Il ne peut être pris en compte qu'au titre des difficultés individuelles que connaissent les entreprises et qui affectent leur capacité contributive. Un communiqué qui doit également être flexible, à la différence notamment de la Commission européenne. Nous avons un beaucoup plus grand nombre d'infractions que nous sommes conduits à examiner, alors que la Commission se concentre sur les grands cartels ou les abus de position dominante commis par de souvent très grandes entreprises mondiales. Nous avons une très grande variété d'affaires, y compris des affaires de GIE de taxi ou des affaires d'entente sur le ramassage scolaire ou les ambulances dans telle ou telle région de France. En même temps, et c'est important, flexibilité pour tenir compte aussi de la diversité des entreprises susceptibles d'en être responsables. Nous avons de toutes petites PME à côté de géants mondiaux et il faut refléter cette diversité, s'adapter à cette diversité. Nous avons voulu, et c'est toute la difficulté du projet, la critique est aisée mais l'art est difficile, à la fois apporter plus de transparence en systématisant une méthode, mais qui doit laisser, et c'est très important, une part importante à l'appréciation au cas par cas, nous inspirer des bonnes pratiques européennes, parce que nous ne sommes pas tout seuls dans notre coin, mais dans un monde qui doit apporter de la cohérence, notamment à des entreprises qui sont actives sur plusieurs marchés européens. Il n'y a pas de raison qu'elles soient traitées de manière si différente à Bruxelles, à Paris, à Bonn ou à Londres, et en même temps tenir compte des spécificités propres au droit français, qui sur ce sujet-là, la sanction n'est pas toujours écrite de la même manière que le droit européen. Il faut conjuguer la dissuasion, qu'elle soit générale ou individuelle, et la proportionnalité. C'est une obligation, encore une fois, avec laquelle nous sommes tous d'accord, mais les curseurs entre ces deux objectifs est parfois difficile à fixer.
Je voudrais également signaler, parce que c'est important, que c'est la première consultation publique en Europe sur un projet de ligne directrice qui porte sur les sanctions. La phase écrite, comme je l'ai dit, s'est achevée le 11 mars dernier. La phase orale se tient ce matin et nous avons reçu 23 réponses, ce qui est un chiffre important sur un sujet, encore une fois, difficile. L'origine de ces contributions, ce sont souvent des entreprises qui ont répondu à titre individuel, mais aussi des associations d'entreprises, des organisations de consommateurs, des universitaires, des représentants du barreau antitrust français, mais aussi, c'est intéressant, américain. L'American Bar Association a répondu, l'International Bar Association aussi, des économistes, souvent en leur nom personnel, mais aussi d'autres autorités de concurrence, comme la Commission européenne ou l'OFT britannique. Le calendrier est clair. Nous allons, encore une fois, tirer les enseignements de manière plus approfondie de cette consultation publique pendant le mois d'avril, avant de réunir le collège en mai pour adopter un communiqué final qui sera rendu public, en même temps que les contributions qui, je l'espère, pourront être rendues publiques si leurs auteurs nous en donnent l'accord. Il est temps maintenant, en quelque sorte, de rompre l'os et de sucer la substantifique moelle de cette contribution. Et puisque je viens de citer Rabelais, je voudrais mettre en exergue ce que l'auteur d'une contribution, un avocat, a placé en tête de sa contribution. Oignez vilain, il vous poindra, poignez vilain, il vous moindra. Et dans notre langage d'aujourd'hui, ça veut dire il faut traiter rudement les gens qui rudoient eux-mêmes les règles. C'est le seul moyen d'être respecté. Alors je me suis dit qu'il fallait que je mette Rabelais aussi en exergue de la réunion de ce matin. Et moi qui ai souvent l'esprit impulsif, parfois même batailleur pour le bien d'une institution que j'aime et que je défends toujours, j'ai pensé à ça. Où est foi, où est loi, où est raison? Défendre ma maison et nos amis, secourir contre les assauts des malfaisants. C'est peut-être un peu trop guerrier, un peu trop batailleur. Et donc, l'âge venant et la sagesse aidant, je me suis penché finalement vers quelque chose de plus consensuel et qui finalement relate bien l'esprit de cette consultation. J'ai toujours été favorable à l'adoption de lignes directrices et le meilleur allié, cela a été le temps, qui a permis de mûrir la réflexion, de cicatriser en quelque sorte les plaies et de réduire les bosses et nous conduire à réfléchir ensemble sur qui ne sera pas un exercice parfait, mais il est toujours mieux de réfléchir à plusieurs que tout seul. Et Jean-Pierre Jouy, qui aime la chanson française, aurait pu fredonner « Avec le temps, va ». Et c'est sur ce motto, en quelque sorte, que je vais présenter le contenu de nos contributions. Je crois que, et c'est très important, nous avons reçu un soutien unanime au principe même des lignes directrices, à la fois parce que chacun s'est accordé à reconnaître plus de transparence sur la méthode, plus de prévisibilité aussi, même si elle ne sera pas parfaite, sur les éléments pouvant être pris en compte, plus de cohérence aussi avec les pratiques européennes et en même temps une capacité d'individualisation au cas par cas qui est la condition même du succès de cette méthode. Nous avons en même temps reçu des demandes, nous avons reçu des interrogations quant au contenu et à la portée du projet. Première question, quel est en réalité le statut de ce document qui n'est pas baptisé ligne directrice, mais plus sobrement communiqué sur les sanctions? Est-il opposable à l'autorité? Quel est son statut juridique? Et de ce point de vue-là, le point 7 du projet est clair. Il guide l'autorité dans l'examen individuel des sanctions. Et de même que nous l'avons dit dans les lignes directrices sur les concentrations, il est clair que ce document liera l'autorité dans ses décisions individuelles, sera opposable à l'autorité par les entreprises qui pourront l'invoquer devant elles. En quelque sorte,
c'est, comme pour la contrôle des concentrations, la publication par l'autorité de la méthode qu'elle entend suivre, qui ne peut pas, évidemment, modifier la norme, elle ne peut que l'interpréter, qui ne dispensera pas l'autorité d'un examen individuel, circonstancié, des cas individuels qu'elle traitera, mais qui lui permettra, dans les cas où elle le jugera utile, de s'écarter de ces lignes directrices, soit parce que des considérations générales d'intérêt général l'imposent, soit parce que les circonstances particulières de l'affaire le commanderont, mais dans ce cas-là, elle devra s'expliquer et motiver les raisons pour lesquelles elle souhaite s'écarter de ces lignes directrices. Une demande a été faite, et j'y reviendrai, de plus d'exhaustivité. Je prends un exemple dans la description des circonstances qui pourront être retenues à charge ou à décharge. Et en même temps que l'on demande plus d'exhaustivité, la demande a été faite de plus de flexibilité au cas par cas. Par exemple, ne pas se lier sur une proportion minimale de la valeur des ventes reflétant la gravité des cartels, autour de 15%, ou par exemple un seuil minimum au titre de la réitération qui conduirait, par exemple, à considérer que même après une longue période, une telle réitération mérite une augmentation de 5% de la sanction. Sur les critères de fixation du montant de base, alors que le rapport Foltz, dont nous faisons fruit en quelque sorte dans ce projet, avait proposé que ce montant de base soit compris entre 5 et 15% de la valeur des ventes pour refléter, et je crois que c'est très important, disait ce rapport, uniquement le critère de gravité, le dommage à l'économie ne venant en quelque sorte que corriger cette première estimation, nous avons fait un choix différent en plaçant en quelque sorte au même niveau le critère du dommage à l'économie et celui de la gravité, estimant que le législateur n'autorisait pas une hiérarchisation entre ces deux critères. Cette position est soutenue par ceux qui ont répondu à la consultation publique, mais on nous demande une meilleure articulation des deux critères, parfois d'ailleurs dans des sens opposés. Faut-il, par exemple, fixer une proportion globale de la valeur des ventes qui reflète les deux critères, ou faut-il ajouter deux fourchettes qui, en quelque sorte, prendraient séparément en compte l'importance des deux critères d'appréciation? On attire notre attention également sur les risques de double compte, ou en quelque sorte les risques de tenir compte deux fois du même critère. Par exemple, l'existence de clients captifs pourrait être pris en compte au titre de la gravité de la pratique, mais aussi d'un dommage à l'économie plus important, puisque ces clients, en quelque sorte, ne pourraient pas reporter leurs demandes sur d'autres services ou d'autres entreprises. On nous propose également d'ajouter des éléments d'appréciation complémentaires, notamment dans l'appréciation du dommage à l'économie. Est-ce que la pratique a conduit à restreindre l'accès à une profession? Est-ce que la pratique a fait l'objet d'une mise en œuvre effective ou pas? Ce sont des demandes de précision qui méritent d'être examinées. Sur la question plus importante, plus particulière de l'importance du dommage à l'économie, on le sait, la Cour de cassation vient de rappeler qu'un tel dommage ne se présume pas. Nous n'avons pas à le quantifier, encore une fois, de manière précise, comme le ferait le juge de la réparation. Nous avons à l'estimer de manière qualitative. Mais un débat s'est engagé, encore une fois, dans les contributions aux consultations, à la consultation, sur le point de savoir quelle était l'obligation de l'autorité. Et il me semble que la réponse est claire. L'autorité ne s'oblige pas elle-même à quantifier de manière précise le dommage à l'économie. À l'inverse, si les entreprises apportent des données quantitatives qu'elles souhaitent apporter au débat pour apporter d'une certaine manière leur propre point de vue sur l'importance du dommage à l'économie, il est clair que l'autorité doit les discuter, les mettre au débat et répondre aux arguments des entreprises, notamment lorsqu'elles mobilisent des études économiques sur ce point.
Il est intéressant de voir que les organisations de consommateurs, et notamment UFC Que Choisir, en quelque sorte soutient l'idée sinon d'une quantification, mais en tout cas l'idée d'évaluer les surcoûts subis par les entreprises pour faciliter l'action en réparation des consommateurs à la suite des constats d'infraction que nous pouvons faire. Sur la question du recours à la valeur des ventes pour asseoir le montant de base, là encore, soutien quasi général à ce référentiel, mais des questions. Première question, la question du direct ou de l'indirect. Est-ce qu'il faut prendre en compte seulement les ventes directement liées à l'infraction ou peut-on tenir compte, et dans quel cas alors, des ventes indirectement liées à l'infraction? C'est une vraie question. Nous avions en tête plutôt le cas notamment d'abus de position dominante dans lesquels une entreprise, en quelque sorte par effet de levier, utilise la position dominante dont elle jouit sur un marché X pour entraver la concurrence, retarder, discipliner, décourager la concurrence sur un marché Y. Dans ce cas-là, par exemple, ne faut-il pas tenir compte des ventes réalisées sur le marché directement affecté par l'infraction, ou faut-il tenir compte des ventes réalisées sur le marché d'origine qui permet la réalisation de l'infraction? Qui prend l'initiative de mettre les chiffres sur la table? Est-ce que ce sont les services d'instruction ou est-ce que ce sont les entreprises? Comment se structure cette discussion autour de la valeur des ventes? Et bien sûr, débat sur la proportion à retenir de la valeur des ventes, avec des souhaits d'une plus grande modulation de l'assiette, mais dans des sens opposés. Notamment, les entreprises, les avocats militent pour une proportion plus faible que celle que nous avons retenue, de 0 à 30%, qui est d'ailleurs conforme aux bonnes pratiques retenues en Europe, en suggérant une proportion plus faible, de 15 voire 20%, sauf circonstances particulières. Certains, au contraire, et notamment du côté des économistes, souhaitent que cette barre de 30% ne soit pas infranchissable, pour mieux refléter l'importance des dommages actuels ou potentiels à l'économie. De manière générale, la question est posée de l'individualisation et de l'adaptation au cas particulier. On nous demande d'illustrer davantage le document pour remédier à son insuffisante prévisibilité. Et de manière générale, c'est toute la difficulté de l'exercice. On nous dit soyez plus transparents, soyez plus cohérents, soyez plus prévisibles, et tout le monde s'accorde pour dire qu'une prévisibilité totale ne pourra jamais être atteinte, et notamment l'entreprise ne pourra jamais apprécier de manière extrêmement précise le risque d'amende qu'elle encourt. Ce sera toujours une fourchette qui donnera place à une estimation, encore une fois, dépendant des circonstances de chaque cas. La question de la durée a été un point aussi largement débattu. Nous avons pris, Hubert, il y a une place ici. Comment prendre en compte la durée? Nous avons pris une année de référence, qui était la première année de commission de l'infraction, et nous avons dit, innovant, de manière en quelque sorte pragmatique, parmi les expériences en Europe, au lieu de multiplier la proportion de la valeur des ventes par le nombre d'années pendant lesquelles l'infraction s'est poursuivie, nous avons préféré un système qui est en quelque sorte dégressif, puisque la première année de commission de l'infraction sera prise intégralement, les années suivantes ne seront prises qu'à hauteur de la moitié, de 50% de la valeur des ventes. Certains trouvent que cette approche est trop mécanique, et nous avons, de cette manière, c'est intéressant, sur ce sujet, deux points de vue opposés. Un point de vue, je dirais, qui est plutôt juridique, qui trouve que le système est par trop mécanique et pas assez individualisé, et à l'inverse, une critique unanime, et c'est très intéressant de voir que tous les économistes convergent sur ce point, reprochent à notre système d'être trop dégressif et pas assez dissuasif,
Et d'ailleurs, c'est une critique que certains, on va entendre sans doute, avocats ont également repris, disant mais la durée est un critère très important puisque l'on sait que, par exemple, plus un cartel dure, plus il est susceptible d'apporter en quelque sorte des restrictions structurelles à la concurrence par l'effet qu'il peut avoir sur l'élévation des barrières à l'entrée, la régression de l'innovation et donc la réduction des incitations en quelque sorte aux acteurs du marché, effets structurels sur lesquels la durée joue un impact très important. Pas mal de propositions alternatives ont été faites pour régler plus finement ce critère de la durée. Et je prends quelques exemples. Faut-il se fonder sur la valeur des ventes totales ou moyennes pendant toute la durée de l'infraction? Faut-il multiplier une année de référence par le nombre total d'années? Faut-il moduler la prise en compte des années en accélérant ou en quelque sorte en accroissant la dégressivité ou la progressivité selon le cas? Comment traiter les fractions d'années? Il faut un minimum de forfaitisation, mais on nous a parfois dit qu'il ne fallait pas trop forfaitiser. Et donc, c'est la question de la prise en compte des semestres, des trimestres, voire des mois. Sur l'individualisation, pas mal de remarques sur l'appréciation du comportement individuel. On nous a suggéré d'ajouter des circonstances atténuantes, comme la coopération, la bonne foi de l'entreprise. On a suggéré de préciser certaines circonstances que nous proposions de retenir, comment définir le rôle du franc-tireur, comment définir le cas de la contrainte exercée par telle ou telle entreprise. Sur les circonstances aggravantes, on nous a proposé d'en supprimer. Par exemple, est-il normal de considérer que la notoriété dont jouit une entreprise ou le privilège d'un monopole public, par exemple, ou d'un ex-monopole public, peut être prise en compte pour aggraver la sanction, et on nous a proposé aussi d'en rajouter, notamment sur l'implication, par exemple, des dirigeants de haut niveau, l'obstruction manifestée par l'entreprise pendant l'instruction de l'affaire. On nous a également proposé de mieux, en quelque sorte, estimer le rôle de ces circonstances atténuantes ou aggravantes en indiquant la fourchette de réduction ou d'aggravation qui seraient prises en compte, alors que d'autres militent au contraire pour une individualisation qui ne serait pas informée par des chiffres. L'appréciation de la situation individuelle a également été très discutée. Faut-il notamment tenir compte du rapport entre la valeur des ventes et le chiffre d'affaires total pour minimiser l'impact du mode de calcul pour les entreprises monoproduits ou les entreprises puissantes ou de grande taille, pour lesquelles l'assiette par rapport au chiffre d'affaires total serait finalement assez peu important. La question du groupe également a fait l'objet de contributions vives et intéressantes. Comment prendre en compte cette question du groupe dans le champ temporel? Est-ce que c'est au moment de la commission de l'infraction? Est-ce que c'est au moment de la prise de la décision? Et surtout, dans le champ matériel, est-ce que l'appartenance d'une entreprise à un groupe peut être prise en compte, sauf à démontrer que le groupe lui-même a joué un rôle dans l'infraction ou pas? C'est une question sur laquelle on reviendra pendant cette matinée. La réitération a également été discutée. C'est le 4e critère que nous retenons conformément à la loi. Certains nous ont suggéré de restreindre son champ d'application matériel, notamment autour du critère de l'identité entre les deux infractions successives. Au contraire, certains ont proposé de l'élargir et de ce point de vue-là, je remarque que là encore, la Cour de cassation vient d'apporter des éléments intéressants dans sa décision d'hier rendue sur le cartel du travail temporaire. Beaucoup ont critiqué la durée trop longue de 20 ans qui pourrait s'écouler entre la première infraction et la seconde. Certains ont souligné que beaucoup de modifications avaient lieu dans les entreprises pendant ces délais si longs, et qu'un délai de 5, 10 ans, voire 15 ans serait plus raisonnable. À l'inverse, certains ont milité pour s'inspirer davantage de ce que fait la Commission européenne,
avec l'accord des juridictions communautaires et s'en tenir simplement à un délai de 10 ans maximum entre chaque infraction, mais qui pourrait en quelque sorte remonter indéfiniment dans le temps, dès lors que des infractions se renouvellent au plus tard tous les 10 ans, on pourrait remonter indéfiniment dans le temps pour constater la réitération. Là encore, sur les conséquences de la réitération, des propositions ont été faites pour davantage moduler la majoration de la sanction afin de mieux refléter la propension de l'entreprise à s'affranchir des règles de concurrence. Sur les ajustements finaux et les cas particuliers, une demande largement reprise de prendre en compte les réductions de sanctions au titre de la clémence postérieurement à la vérification que la sanction est inférieure au plafond légal et non avant. Et la même chose a été faite pour la non-contestation des griefs, avec une demande particulière de préciser la pratique décisionnelle sur la mise en œuvre de cette procédure. Sur la question de la prise en compte de la capacité contributive des entreprises, nous avons enregistré un soutien et un intérêt pour la procédure que nous mettons en place, qui conduit à quelque sorte systématiser et à objectiviser cette prise en compte en demandant à l'entreprise de faire une démarche positive de demande d'application en quelque sorte d'une réduction liée à cette insuffisante capacité contributive qui doit être appuyée par un certain nombre de documents comptables, fiscaux, financiers dont la liste est dressée par l'autorité et qui peut structurer la réponse de l'autorité à une telle demande. Question aussi sur les appels d'offres. Nous avons mis de côté les infractions constatées lors des appels d'offres en estimant que l'assiette retenue pour les autres infractions, une proportion de la valeur des ventes affectée par l'infraction, n'était peut-être pas adaptée à ce type d'infraction. On conteste parfois ce traitement particulier et on nous demande à tout le moins de clarifier, alors dans ce cas-là, quelle serait l'assiette applicable. Je termine par les autres questions. Quelle est la place de la réparation et des programmes de conformité ? Certains ont suggéré que la sanction pourrait être modulée en tenant compte des engagements que prendraient les entreprises pour réparer les conséquences d'une pratique anticoncurrentielle. D'autres nous demandent de prendre en compte les sanctions individuelles que prennent les entreprises pour tirer les conséquences à l'intérieur d'elles-mêmes du comportement de certains dirigeants ou salariés, qu'il s'agisse des licenciements, des mises à pied, etc. D'autres, enfin, nous demandent de tenir compte de l'existence d'un programme de conformité effectif, encore une fois, mis en œuvre à l'intérieur de l'entreprise. Des suggestions aussi sur certains préalables qui pourraient être mis en œuvre avant l'application d'une sanction, la question par exemple du sursis avec mise à l'épreuve, par exemple la préférence donnée à des injonctions lorsque les infractions sont mineures, et est revenue à plusieurs reprises la question de la place du contradictoire, et notamment comment le débat contradictoire va se structurer sur, encore une fois, la détermination de la sanction. De ce point de vue-là, je voulais répondre que, et je m'y suis engagé publiquement, après ce communiqué sanction, l'autorité a bien l'intention de publier un nouveau communiqué sur la procédure de non-contestation des griefs et le programme sera tenu. De même que, comme je l'avais annoncé en septembre 2008, l'autorité qui croit au programme de conformité et n'entend pas se dégager de ce sujet publiera, là encore, un document qui aura pour vocation d'encourager et de prendre en compte dans notre politique d'enforcement, de la politique de la concurrence, l'existence des programmes de conformité, c'est bien dans le programme de l'autorité. Sur la place du contradictoire, il est clair que l'existence d'un document qui récapitule la méthode à laquelle recourra l'autorité va indéniablement faire progresser le contradictoire, puisque ce sont sur des critères maintenant prévisibles, transparents,
que va se structurer sur ce point le débat, et l'entreprise pourra invoquer évidemment les différents critères contenus dans le communiqué pour débattre avec les services d'instruction d'abord, puis avec le collège qui prendra la décision, la question de la détermination de la sanction. Reste bien sûr la question, mais qui ne peut, encore une fois, faire l'objet d'une réponse qu'en point d'interrogation, quelle sera l'appropriation de ce document par les juridictions de contrôle. C'est évidemment un sujet nouveau et je ne peux pas y apporter moi-même la réponse. Ce sera à la Cour d'appel de Paris, à la Cour de cassation de l'apporter. Mais je ne doute pas que, de quelque manière que cela soit, et quelle que soit la réponse qu'y apporteront les juridictions, ce document sera dans le débat judiciaire qui se poursuivra après les décisions de l'autorité. C'est intéressant de voir que, devant le Conseil d'État, la question s'est déjà posée, notamment au titre du contrôle des concentrations. Et le Conseil d'État, notamment dans l'affaire de Longhi en 2006 qui concernait l'affaire Moulinex, s'est approprié en quelque sorte les lignes directrices à l'époque ministérielle sur le contrôle des concentrations en faisant une directive au sens de la jurisprudence Crédit foncier de France. Et c'est aussi sur ce point que nous allons entendre avec beaucoup de profit ce que va nous dire Hubert Le Gall à propos des juridictions communautaires. En effet, Hubert Le Gall, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, a été juge puis président de la 4e chambre du tribunal de première instance de l'Union européenne, du TPICE. Et c'est intéressant parce qu'il l'a été de 2001 à 2007, à une époque où le tribunal s'est posé pour la première fois la question justement de l'appropriation des lignes directrices qu'a adoptées la Commission européenne en 1998. Et il est intéressant de voir quelles sont les questions. C'est pour ça que j'ai proposé à Hubert Le Gall d'intervenir et je lui cède volontiers la parole. Comment le tribunal, en quelque sorte, s'est approprié à considérer ces lignes directrices. Il a fait un contrôle de légalité, il s'est interrogé sur la portée de ces lignes directrices et il s'est posé la question de l'articulation entre les deux types de contrôle contentieux, contrôle de légalité, contrôle de plein contentieux qui conduit possiblement à la réformation des amendes. Comment cela s'est-il passé devant le juge communautaire et y a-t-il des leçons à tirer de cette expérience communautaire ? Je me réjouis beaucoup qu'il ait accepté de prendre la parole sur ce point. Et cela me rappelle, Frédéric Génie y avait été également invité, une réunion à Nice en 2006 où j'avais proposé, en invitant l'ensemble des autorités européennes membres de l'ECA, de réfléchir sur une meilleure convergence des sanctions en Europe. Les deux intervenants avaient été Frédéric Génie et Hubert Le Gall. Et c'est à la suite de cette réunion que nous avions organisée à Nice qu'a été mis en place ce travail au sein de l'ECA qui a consisté à rassembler les bonnes pratiques européennes et à publier un premier document qui publiait en quelque sorte des bonnes pratiques dont nous étions d'accord pour nous inspirer. Et cela me rappelle un temps pas si lointain. Hubert Le Gall a quitté le tribunal. Il est maintenant directeur général du service juridique du Conseil de l'Union européenne. Mais c'est avec nostalgie, peut-être mélancolie, qu'il se penche sur ces années. Et avec le temps, je reprends le motto, nous sommes très heureux de l'entendre parler de ce temps béni, de ce temps heureux. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est peut-être par nostalgie que je suis venu vous voir. Peut-être aussi parce qu'il est difficile de refuser quoi que ce soit au président Lasserre, comme certains d'entre vous le savent sans doute. Et également parce que c'est vrai que la période pendant laquelle nous avons développé ce contrôle par le tribunal à l'époque de première instance du droit de la concurrence était une période intellectuellement très passionnante dans la mesure où pas mal de questions qui étaient posées étaient des questions assez inexplorées. Et où la question du positionnement du juge par rapport aux mesures prises par la Commission était des questions
intéressantes, disons sur le plan institutionnel et sur le plan matériel. Alors évidemment, du fait de la distance que j'ai depuis quelques années vis-à-vis de ces questions, ma présentation sera plutôt de type institutionnel que de type droit matériel, puisque je suis moins à même de contribuer sur ces questions à présent. Mais je dirais que l'un des principaux enjeux du système de l'Union européenne de répression des violations du droit de la concurrence, c'est la question du positionnement correct de l'autorité administrative qui inflige les amendes et de son juge, et du juge qui la contrôle, afin d'obtenir la satisfaction de deux objectifs principaux, qui sont celui de laisser une discrétion suffisante, une discrétion à l'anglaise, une marge d'appréciation suffisante à l'autorité pour ne pas inhiber, pour ne pas paralyser son action de recherche et de sanction des comportements anticoncurrentiels, d'une part, et d'autre part, d'assurer une efficacité du contrôle juridictionnel. Pour efficacité du contrôle juridictionnel pour deux raisons, qui sont d'une part qu'il faut assurer la garantie des droits, et que donc le contrôle juridictionnel est l'élément qui permet de donner au mécanisme, à l'ensemble du mécanisme constitué par l'action de la Commission et l'action de la Cour, sa légitimité. Mais ce n'est pas uniquement une question de légitimité, une garantie des droits, c'est aussi une question d'efficacité. Parce que le couplage entre le travail de l'autorité administrative et de l'autorité juridictionnelle sur ce sujet est une garantie de l'efficacité du travail de l'action administrative également. C'est un élément qu'il faut avoir en tête. Dans cet enjeu, cette problématique, au sein de l'Union européenne, la méthode des lignes directrices joue à l'évidence un rôle essentiel dans les rapports entre la Commission et la Cour de justice, aux deux titres que j'ai invoqués, c'est-à-dire l'efficacité du contrôle et la détermination de la discrétion qui doit rester à l'autorité administrative. Les lignes directrices ne sont pas une particularité du droit de la concurrence ou du droit des amendes dans la pratique de l'Union européenne, la pratique institutionnelle de l'Union européenne. Il y en a dans d'autres domaines, mais je dirais que les lignes directrices sur le calcul des amendes ont été un élément central de la réflexion de la Cour sur ce sujet. Et je dois dire d'emblée que ça n'a pas posé de très grands problèmes à la Cour sur le plan des principes, de savoir dans quelle direction aller sur cette question, pour les raisons que je vais dire. Les lignes directrices répondent à trois objectifs. Les lignes directrices de la Commission en ce qui concerne les amendes de concurrence. Le premier objectif qui justifie qu'elles aient été rédigées, c'est de synthétiser la jurisprudence de la Cour. C'est évidemment un objectif premier, comme tout rédacteur de circulaire, de directive ou d'instruction interne, c'est de faire connaître aux services qui travaillent sous votre autorité l'état du droit jurisprudentiel, en particulier sur ces questions, de le synthétiser, puisqu'on trouve des choses dans différents arrêts qui ne sont pas forcément présentées d'une manière totalement synthétique, et permettre ainsi une mise en œuvre homogène, cohérente, systématique par les services de l'interprétation des textes tels qu'elles résultent de leur interprétation par le juge, de leur pratique par le juge, de leur utilisation par le juge. Deuxième objectif, à part synthétiser la jurisprudence, c'est d'assurer une permanence de la méthodologie et des standards appliqués aux différents dossiers, en évitant les critiques tenant à un traitement inégal, à une approche qui ne serait pas cohérente entre un dossier et un autre. Donc, synthèse, permanence. Et le troisième objectif, c'est un objectif de transparence vis-à-vis des opérateurs et également transparence vis-à-vis du juge. Cette transparence favorise le contrôle juridictionnel. Il est clair que parmi ces trois objectifs, je dirais que c'est probablement le principal. Ça fixe la règle du jeu que se donne l'autorité administrative pour autant qu'elle soit acceptée par le juge, et ça favorise le contrôle juridictionnel précis de l'analyse et du travail effectué par l'autorité administrative. Et donc, assurant cette transparence, cela renforce la crédibilité du système. Je lirai simplement à cet égard le premier paragraphe des lignes directrices de 1998 de la Commission, qui expose effectivement que c'est comme ça que cela se fait s'entendre.
bien connu d'entre vous, de la plupart d'entre vous, j'imagine, mais ça disait « Les principes posés par les présentes lignes directrices devraient permettre d'assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission, tant à l'égard des entreprises qu'à l'égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10%. De 10% du chiffre d'affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s'exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence. » Donc, pour l'application de l'article 15 du règlement 17 de 1962, la Commission a adopté en 1996 une commission sur la coopération, sur les dénonciations des ententes et les conséquences à en tirer en ce qui concerne les amendes. En 1998, des lignes directrices sur le calcul des amendes. Et pour l'application de l'article 23 du règlement 1/2003, et là, comme vous le savez, adopté en 2006, de nouvelles lignes directrices sur le calcul des amendes. Le tribunal de première instance, tribunal de l'Union européenne maintenant, tribunal de première instance quand j'y étais, puis la Cour ont intégré ces documents à leur contrôle à partir du moment où les requérants devant la Cour, devant le tribunal et devant la Cour, ont soulevé des moyens tenant au respect de ces lignes directrices et ont en même temps, dans certains cas, excipé de leur illégalité, à l'appui de recours tendant à l'annulation d'amende ou à la réduction du montant d'amende. Alors, le raisonnement qu'a suivi la Cour à cet égard est un raisonnement qui a été très largement repris de jurisprudence nationale, en particulier de jurisprudence italienne, belge et française. Le président Lasserre a évoqué l'arrêt Crédit foncier de France, et il est clair que c'est un raisonnement presque identique à celui qu'a suivi la Cour. Je vais donc en parler de là. Le point de départ de la jurisprudence Crédit foncier de France, jurisprudence de section du 11 décembre 1970, était que le ministre n'a pas le pouvoir réglementaire en droit français et donc que ces directives n'ont d'autre effet juridique que celui lié à l'organisation interne des services du ministère. Ils ne peuvent pas avoir d'effet juridique pour les tiers. Donc, l'idée que les circulaires ne créent pas de règles de droit, donc puisque l'autorité qui les émet ne dispose pas de pouvoir réglementaire, et donc elles ne font pas partie des éléments au regard desquels on contrôle la légalité des actes de l'autorité administrative, même si elle invoque ces circulaires. La jurisprudence Crédit foncier de France reconnaît toutefois une valeur normative aux circulaires, instructions et directives par lesquelles une autorité administrative investie du pouvoir de prendre de façon discrétionnaire des décisions individuelles soumet elle-même l'exercice de ce pouvoir à des règles de fond, sont les termes de l'arrêt. Cette solution donc fait exception à la jurisprudence plus générale sur les circulaires qui ne créent pas d'effet de droit, pour permettre que des documents d'encadrement d'un pouvoir discrétionnaire puissent être invoqués à l'encontre de l'autorité qui a émis la circulaire quand elle ne respecte pas ses propres documents internes, ses propres circulaires, instructions ou directives. Il y a 3 conditions pour que cette invocation soit possible. Premièrement, que la directive encadre l'usage d'un pouvoir que détient son auteur. Évidemment, on ne peut pas invoquer des circulaires qui sont écrites par quelqu'un qui ne dispose pas du pouvoir réglementaire qu'elle prétend organiser. Ça va de soi. Deuxièmement, il faut que le contenu des directives n'ajoute pas à la règle de droit des conditions nouvelles et ne prive pas l'autorité de son pouvoir d'appréciation. Ça, c'est évidemment plus délicat, le maniement de ce critère, de ne pas ajouter à la règle de droit des conditions nouvelles, puisque si on écrit, c'est qu'on ajoute d'une certaine manière. Mais c'est là la difficulté conceptuelle sur laquelle je reviendrai, de la manière dont la Cour l'a envisagée. Et enfin, la dernière condition, qui d'ailleurs n'est pas dans la jurisprudence Crédit foncier de France, mais a été ajoutée postérieurement, mais on s'y incorpore rétroactivement, si on veut, ou rétrospectivement plus exactement, c'est la condition de publication. C'est-à-dire que la décision a été diffusée de telle manière que le public en ait connaissance. Dans ces conditions, si ces conditions sont remplies, la directive crée un droit pour les administrés d'en revendiquer l'application et lie son auteur tout en lui laissant le pouvoir de s'en écarter pour des raisons particulières et justifiées. Donc ce n'est pas un lien absolu, ça maintient la possibilité d'une part
de conserver une marge d'appréciation, d'autre part de déroger à ce qui figure dans la directive. Donc, en revanche, la directive ne peut être invoquée pour refuser à un administré un droit qu'il tire des dispositions législatives ou réglementaires ou de règles d'ordre général, de principes généraux du droit. Donc, en réalité, c'est un système déséquilibré que celui de la jurisprudence Crédit Foncier de France, puisque la directive, on parle de directive dans ce cas-là, ne peut être invoquée que dans un sens, c'est-à-dire contre son auteur et non pas par son auteur contre un tiers. Ce qui contrebalance le déséquilibre inhérent à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En réalité, donc, il y a un pouvoir discrétionnaire qui, par nature, contient un élément de déséquilibre au moins sur le plan de la logique institutionnelle, et la possibilité d'invoquer, présentée d'une manière qui ne contient pas d'élément de réciprocité, ou tout au moins d'équilibre, est conçu comme un élément de contrepartie par rapport à ce pouvoir discrétionnaire du point de vue de la garantie des droits. La Cour de justice a suivi sans grande hésitation une logique tout à fait analogue à celle-là, qui n'est pas une logique purement française, comme je l'ai dit, elle existait également dans d'autres systèmes de droit. Pour le point de départ de la logique de la Cour, qui d'ailleurs avait, il faut bien le dire, contribué à inspirer à la Commission l'idée de rédiger des lignes directrices. L'inspiration de la Commission dans ce domaine-là venait d'une part des opérateurs et d'autre part, de manière pas directe, mais quand même assez évidente, de sources luxembourgeoises au sens Cour de justice. Donc le constat de départ, c'est que la règle à appliquer est très peu explicite quant au calcul des amendes. Ça demeure le cas. Limite de 10% du chiffre d'affaires global des entreprises concernées, et donc un pouvoir discrétionnaire particulièrement étendu de l'autorité, en l'espèce de la Commission, naturellement qu'elle exerce dans le respect des principes du droit communautaire, en particulier des principes de proportionnalité et de non-discrimination, mais qui sont quand même des règles extrêmement disons, variables quant à la façon dont on peut les appliquer et qui, telles quelles, peuvent aboutir à des solutions tout à fait imprévisibles, prises dans leur état brut. Donc le point de départ est celui-là. Une règle qui est peu développée dans son contenu matériel et des principes qui sont très généraux. Donc à partir de là, deuxième point, est la nécessité d'assurer la sécurité juridique des entreprises en déterminant la méthodologie que la Commission s'impose, notamment en vue de la conformité aux articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque l'intervention de la Commission a un caractère assimilable à celui d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui par conséquent impose particulièrement que les conditions dans lesquelles sont appliqués les pouvoirs que détient l'autorité soient connues de façon large, étendue. Le troisième élément du raisonnement de la Cour est que, plus exactement du raisonnement de la Commission en établissant ses lignes directrices et de la Cour en la suivant, c'est relatif au contenu. Que va-t-on mettre dans les lignes directrices ? Alors là, on n'est pas parti d'une pure intervention, décision politique de mettre telle ou telle chose, ou d'un simple raisonnement économique sur ce qui pourrait être efficace fait dans l'abstrait, mais il y avait déjà une jurisprudence de la Cour, bien entendu, sur l'application de l'article 15 du règlement 17, et donc, pour grande part, la communication sur la coopération et les lignes directrices sur le calcul des amendes sont la reprise d'éléments qui ont été pris par la Commission dans la jurisprudence de la Cour, quant à l'interprétation correcte de la règle de base. Donc les lignes directrices, donc on a ainsi fondé les lignes directrices, les guidelines en anglais, puisque le mot directive, évidemment, était totalement impraticable en droit communautaire, puisque c'est une notion qui a évidemment un autre sens. Donc, lignes directrices ou guidelines. Quatrième élément de la réflexion des autorités communautaires sur ce sujet, c'est qu'il y avait des précédents en la matière qui reconnaissaient la possibilité d'invoquer par voie d'exception, ou directement ou par voie d'exception, l'illégalité d'actes non réglementaires mais ayant un caractère général, une portée générale.
la source de cette tradition jurisprudentielle, de ces précédents, c'est l'arrêt Cimental du 6 mars 79, l'affaire 92-78, mais il y a une filière d'actes qui ne sont pas réglementaires et dont l'illégalité peut être invoquée par voie d'exception par des particuliers. Par exemple, pour un code de conduite, l'affaire France contre Commission du 13 novembre 91. Pour des instructions internes de service, l'affaire France contre Commission encore du 9 novembre 1990. Et plus récemment, pour des informations administratives relatives à l'instruction de réclamation, l'affaire 15 janvier 2002, Libéros. Donc, pour dire que ce n'est pas un sujet qui a été découvert à l'occasion des lignes directrices sur le calcul des amendes par la Cour. Tous ces cas sont des exceptions à la règle selon laquelle des actes internes à une institution ne peuvent pas avoir d'effet juridique externe. Exceptions qui sont faites dans les cas où les obligations de service, les obligations du service, sont la contrepartie des droits, soit des États membres, soit des opérateurs, selon les cas. La raison de ce choix, de cette solution par la Cour, est que si l'on avait traité les exceptions d'illégalité des lignes directrices comme irrecevables, au motif que les lignes directrices ne sont pas la base juridique sur laquelle sont adoptées les mesures individuelles prises par la Commission en matière de calcul des amendes, ça aurait abouti à contrôler la mesure individuelle uniquement au regard du traité et du règlement et des principes généraux du droit, ce qui en réalité aurait affaibli considérablement le pouvoir du juge en le privant de critères de contrôle d'un acte discrétionnaire, et cela aurait affecté la légitimité du système d'ensemble, puisque les avocats et agents des entreprises n'auraient pas pu utilement discuter de la conformité du comportement, de l'analyse de la Commission par rapport à ces lignes directrices, puisqu'on aurait dit les lignes directrices, c'est bien gentil, mais ce n'est pas quelque chose que je connais, que je reconnais jurisprudentiellement, donc discuter par rapport au traité, discuter par rapport aux principes généraux. Et donc, il est bien évident qu'en termes de richesse du dialogue contentieux, on aurait abouti à une perte considérable d'intensité de ce dialogue. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en réalité, l'idée des lignes directrices vient largement de la Cour. Elles étaient conçues comme un outil de contrôle effectif qui protégeait aussi contre l'arbitraire juridictionnel dont la Cour ne voulait pas donner l'impression. Contrôle de décisions individuelles fondées uniquement sur les principes généraux du droit, tels que la proportionnalité, l'égalité de traitement, les droits de la défense. On a deux risques, le risque de deux ornières, je dirais, celle d'avoir des solutions imprévisibles dans leurs effets, selon la formation de jugement, ou bien d'avoir un contrôle purement axé sur la régularité formelle, ce qui a été, comme on le sait bien, le cas de la Cour pendant une longue période, jusqu'au milieu des années 90 sur ces sujets. Donc un instrument de cohérence qui permet aux deux branches du contrôle des mesures d'amende, l'autorité administrative et la juridiction, d'optimiser leurs performances à la fois respectives et globales. Le modèle qui a été retenu par la Cour, c'est celui que l'on trouve dans l'ensemble des affaires qu'on appelle des conduites précalorifugées, c'est-à-dire les arrêts du TPI du 20 mars 2002 dans 6 affaires, non jointes d'ailleurs au TPI, puis les conclusions très importantes d'Antonio Tizzano du 2 juillet 2004 dans les 6 pourvois sur ces affaires, et l'arrêt de la Cour dans les 6 affaires jointes du 28 juin 2005, l'affaire dite Dansk Rohrindustrie, le nom du premier recours dans ces affaires. Donc ces affaires reposent sur l'idée d'un double contrôle. D'abord un contrôle de la légalité des lignes directrices qui était contestée dans cette affaire, lignes directrices et communication sur la coopération d'ailleurs. Et deuxième élément du contrôle, qui vient ensuite, c'est le contrôle de la légalité de l'application de ces lignes directrices. Le raisonnement est le suivant. Il commence par dire que, je donne des termes de ces arrêts, les lignes directrices ne constituent pas formellement la base juridique de la décision attaquée, ceci n'est pas contesté. Toutefois, il existe un lien juridique direct entre la décision attaquée et un acte de portée générale, ce qui suffit à pouvoir rendre recevable l'exception d'illégalité. Donc un acte de portée générale est de portée générale dans la jurisprudence de la Cour quand il s'applique à des situations objectivement déterminées et engendre des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes considérées de manière générale et abstraite.
ce qui est le cas très clairement des lignes directrices. Élément suivant du raisonnement, les lignes directrices, bien que formellement non contraignantes, je cite encore l'arrêt, établissent des principes et des règles que la Commission s'est engagée à suivre aux fins du calcul des amendes. Donc il y a un objet d'établir des règles que la Commission s'engage à suivre. Ça peut pas être pour qu'on ait des lignes directrices qui puissent être invoquées, il faut qu'il y ait une certaine stabilité, une certaine intention par la Commission de se lier dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire. Et la dernière exigence qui prend place dans le raisonnement est qu'une institution qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire précise les critères qu'elle entend appliquer dans l'exercice de ce pouvoir. C'est ce qui détermine la capacité de l'acte en cause à produire des effets juridiques. Enfin, la condition qui confirme le fait que ces critères sont rassemblés et qui confirme aussi le fait que la Commission a l'intention de se lier, que l'autorité administrative a l'intention de se lier, c'est la publication du document correspondant. Donc on a des lignes directrices qui, pour autant qu'elles soient légales, constituent une référence du contrôle de légalité des décisions et des amendes dans la logique suivie par ces arrêts. Alors, après, un mot du contrôle de légalité qui a été porté sur ces lignes directrices au regard de l'exception d'illégalité qui a été développée. La Cour a souligné que les lignes directrices doivent rester dans les limites fixées à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. C'est le point que j'ai évoqué. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas ajouter de conditions aux dispositions réglementaires, en l'espèce du traité et du règlement, du droit primaire et secondaire, qui déterminent l'action de l'autorité, de l'institution. Il ne faut pas exclure d'éléments d'appréciation fixés dans l'acte de base. Il ne faut pas que les lignes directrices soient contra legem ni praeter legem. C'est-à-dire qu'elles peuvent, en réalité, essentiellement, préciser une méthodologie, pour autant que la méthodologie n'impose pas de conditions de fond supplémentaires par rapport à celles qui figurent dans le traité et dans le règlement. Ensuite, les lignes directrices ne doivent pas faire obstacle à une application de la règle de base, faisant sa part aux circonstances particulières de l'espèce. Autrement dit, ça ne doit pas empêcher que l'autorité qui a été chargée par le traité et le règlement d'exercer un pouvoir discrétionnaire prenne sa décision en prenant en considération toutes les circonstances particulières qui caractérisent l'espèce dont elle est saisie. Elle peut mettre en œuvre une méthodologie, mais ça ne peut pas lui permettre d'écarter un élément qu'elle doit porter, qui doit normalement figurer dans son contrôle global de la situation. Ça ne peut pas lui permettre de se lier les mains d'une manière qui ferait disparaître la capacité d'appréciation globale d'une situation d'espèce dont elle est chargée en vertu du fait qu'elle dispose de ce pouvoir discrétionnaire. Aussi, de même, ce qui va avec cet élément, c'est que les lignes directrices doivent permettre des dérogations. D'ailleurs, elle le précise de manière littérale pour se garder des critiques sur ce point. D'autres critiques que rejette la Cour sont celles fondées et assez développées par les avocats dans les affaires que j'ai citées, sur l'automatisme inhérent aux règles, aux lignes directrices, c'est-à-dire que c'est cette idée que à partir du moment où on précise des seuils, où on quantifie la manière dont on appliquera un critère, ça crée un automatisme qui est contraire au principe même d'une appréciation d'ensemble tenant en compte des spécificités d'une matière. Alors la Cour réfute cet argument en se fondant sur le fait que, en tant que telle, une méthodologie ne crée pas un automatisme, que de toute façon, si on n'avait pas de méthodologie, quand on appliquerait la règle à une situation particulière, forcément, on appliquerait de façon implicite ou explicite un seuil. Et le fait de le rendre explicite ne crée pas un automatisme, il dévoile, il révèle et il soumet à la critique, à la possibilité d'une critique et d'un débat contentieux, la méthodologie que de toute façon on emploierait de manière implicite ou explicite. Ou si on ne l'emploierait pas, je dois dire que ce serait évidemment pire sur le plan de l'égal traitement des situations qui sont soumises à l'autorité et au juge.
Donc, la Cour a répondu également, mais ça je ne détaille pas parce que c'est particulier à l'affaire, à des arguments tenant à la rétroactivité. La question de savoir si on pouvait appliquer les lignes directrices à un raisonnement tendant à analyser et à sanctionner des comportements passés et antérieurs à la date dans laquelle on établit ces directives. Et je signale que, dans un raisonnement d'espèce, mais tout de même assez largement transposable, j'imagine, la Cour rejette les arguments fondés sur cette critique tenant à la rétroactivité. Donc, exception d'illégalité, aucune des exceptions d'illégalité n'a abouti, dans aux lignes directrices de 98, pas plus que celle de 2006, à un constat de leur illégalité. Pour des raisons évidentes, que la méthodologie suivie par la Commission était assez calquée sur ce que la Cour incitait la Commission à faire. Du coup, c'est le dernier point, on passe au contrôle des mesures de sanction opérées au regard du règlement tel que précisé par les lignes directrices qui ont été déclarées légales. C'est-à-dire qu'une fois que le juge a trouvé les lignes directrices légales, il les applique comme une règle au regard desquelles est contrôlé l'acte infligeant des sanctions. Mais sans préciser de façon tout à fait nette s'il le fait parce qu'il considère que les lignes directrices s'incorporent à la règle de droit, ce qui serait une interprétation sans doute excessive, soit parce qu'il fait sienne les lignes directrices comme interprétation agréée, comme il peut le faire dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le juge a considéré que les lignes directrices élaborées par l'institution sont correctes, sont une interprétation correcte, comme il a la possibilité, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction, de déterminer la règle qu'il applique pour éventuellement modifier, reformuler ou corriger la décision de l'autorité administrative, et ça j'y reviendrai dans une seconde, eh bien, il a la possibilité de faire sienne cette méthodologie. Et la Cour ne dit pas clairement si c'est parce qu'il considère que les lignes directrices s'incorporent à la règle ou parce qu'il les utilise par une décision discrétionnaire de sa part qu'il les incorpore. Toujours est-il que le résultat est là et que tous les moyens fondés sur des violations des lignes directrices sont recevables devant la Cour en ce qui concerne le contrôle des mesures infligeant des amendes. Une autre possibilité intermédiaire aurait été que le juge, après avoir admis et vérifié la légalité des lignes directrices, les suive en réalité sans les citer. C'est-à-dire qu'il dirait le traité et le règlement doivent s'interpréter comme indiquant ceci et cela, sans faire référence directe aux lignes directrices. Je dis, c'est des choses qui sont passées dans certaines têtes luxembourgeoises. Donc c'est pour ça que je le cite puisque je suis invité à évoquer des souvenirs d'anciens combattants. Donc il y aurait une possibilité de ne pas dire que ce qu'on faisait était la reprise des lignes directrices et de dire que c'était ce que le juge inventait. Mais enfin, c'est quand même une grande hypocrisie que de dire qu'on applique une règle alors qu'elle est sur le papier et qu'on vient de l'inventer exactement dans les mêmes termes et sous le même mode. Bon. Il est vrai que la Cour, quand elle n'admettait pas qu'on invoque directement la charte devant elle, découvrait comme des principes généraux du droit les termes exacts figurant dans la charte. C'est un artifice qui a été jugé inutile. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour le dialogue contentieux. On a un outil d'interprétation de la règle qui est agréé, qui est préparé par l'autorité administrative, qui est vérifié et accepté par le juge, et donc c'est pas la loi, c'est pas la règle de base, mais c'est un outil pour nouer de façon pertinente et efficace le dialogue contentieux et le contrôle juridictionnel. Alors je voudrais ajouter un dernier point sur les pouvoirs de pleine juridiction, parce que l'un des arrêts que l'on cite le plus souvent, à ma surprise d'ailleurs, parce que c'est un arrêt qui a été rendu quand j'étais président de la 4e chambre, comme l'a dit Bruno Lasserre, et c'est un arrêt qui s'appelle BASF, qui est souvent cité. Je dois dire que j'étais pas ravi de cet arrêt personnellement, parce que il est extrêmement long.
Il est vrai que c'est un cartel c'est le cartel des vitamines, donc il y avait en réalité plusieurs cartels, et on a analysé vitamine par vitamine le fonctionnement des différents cartels de vitamines, en identifiant vitamine par vitamine le type de comportement infractionnel des entreprises, alors que bien clairement certains des éléments étaient constants, étaient communs à l'ensemble des cartels. Donc le raisonnement extrêmement démultiplié, si vous voulez, prenant petit point par petit point de la décision, aboutit à un contrôle qui pêche peut-être, à mon avis, par un certain excès de détails, parce qu'il y a un effet global qui est, quand on fait un contrôle trop fondé sur le détail, qui disparaît de la perception. Mais ça, c'est vraiment une question de choix dans la manière dont on veut pratiquer le contrôle. Et c'est je le cite essentiellement pour dire que c'est vraiment un exemple qui montre que l'outil des lignes directrices est tellement riche en ce qui concerne les possibilités qu'il donne aux juges, qu'il l'oblige à réfléchir sur le positionnement qu'il vise à adopter pour avoir une action efficace, pour pouvoir saisir de manière intellectuelle globale les mécanismes qui sont en cause, et pour pouvoir aussi avoir un effet de jurisprudence utile sur ce qu'il dit à l'autorité administrative, sur la manière dont elle doit se comporter. Donc la Cour a pleine juridiction sur le montant, pour fixer le montant des amendes. C'est donc le problème posé dans cette affaire BASF du 15 mars 2006. Le TPI, en l'espèce, statue en plein contentieux et peut donc substituer sa décision à celle de la Commission quant au montant de l'amende. Et la question qui a été discutée entre nous était celle de savoir si ça signifie que le juge contrôle quand même la décision sous l'angle du contrôle de légalité et n'annule la décision qu'en cas de violation de la règle, ce qui a la conséquence qu'en réalité ses pouvoirs de pleine juridiction naissent à partir du moment où il a détecté une illégalité dans la décision qui lui est soumise, et seulement dans la mesure où une illégalité a été détectée. L'autre approche du raisonnement, qui était totalement au cœur de notre débat dans cette affaire, consiste à dire qu'à partir du moment où il y a des pouvoirs de pleine juridiction, on n'a pas besoin de détecter une illégalité, on peut prendre la décision de la Commission et, au regard des lignes directrices, puisque c'était l'outil de base du contrôle, dire ce que la Cour aurait dit, ou le tribunal aurait dit, s'il avait été chargé, dès le départ, de faire la décision qu'a prise la Commission. C'est-à-dire qu'en réalité, se fondant sur les pouvoirs de pleine juridiction, les pouvoirs de pleine juridiction sont considérés en l'espèce comme étant alternatifs par rapport au contrôle de légalité. Et donc, il n'y a pas de nécessité de détecter une illégalité dans la manière dont la Commission a fait son travail. Il y a d'emblée la possibilité de se substituer à elle et de reprendre la décision sans que nécessairement que le raisonnement de la Commission soit illégal par rapport à ces lignes directrices, mais simplement parce qu'on pense qu'il aurait été plus opportun ou plus judicieux ou meilleur sur le plan de la logique de choisir différemment la méthode de calcul que l'on veut choisir. Alors, je crois qu'il est assez clair que l'arrêt tranche et la suite de la jurisprudence tranche dans le sens que les pouvoirs de pleine juridiction ne sont pas une alternative par rapport au contrôle de légalité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une illégalité, et s'il y a une illégalité, naturellement, il appartient au tribunal d'appliquer la méthode, et il appliquera les lignes directrices puisqu'il les admet, pour déterminer dans ses pouvoirs de pleine juridiction quelle est la bonne solution à retenir. Mais il n'est pas d'emblée chargé de refaire de A à Z la décision non illégale de l'autorité qui a pris la décision. Bon, ça c'est le tempérament des juges. Avec un outil comme les lignes directrices, vous êtes l'un des membres de la formation de jugement, je ne donnerai pas de détails, c'est un universitaire, et alors il prenait le texte de la commission comme si c'était une copie d'étudiant, et mal dit, mal fait, peut mieux faire, reprendre. Voilà. Donc c'est la raison. Je ne dis pas que ça aurait été impossible ce genre d'approche, mais c'est, à mon avis, pas du tout efficace en termes d'allocation des moyens disponibles par l'autorité administrative et par le juge. Et en plus, ça aurait été une solution extrêmement fâcheuse du point de vue de l'autorité du juge, parce qu'il est bien clair qu'on peut changer, qu'on peut dire les choses autrement. Mais si vous allez regarder après
le public va comparer la décision de la commission et en réalité la commission. Après, il y aura la copie du juge qui sera à côté. Vous regardez les deux copies. Bon, on peut discuter pour savoir laquelle est la mieux faite. Et donc surtout que la commission, même si ses effectifs, je le sais maintenant mieux que quand j'étais à Luxembourg, ne sont pas illimités, et donc les moyens qu'elle a pour traiter des affaires de concurrence sont significatifs, mais ne sont quand même pas énormes. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce dont dispose la Cour quand elle doit vérifier une affaire, parce que vous êtes en réalité un référendaire et le juge, et éventuellement les référendaires d'autres juges, mais enfin vous êtes au mieux à 2 ou 3 pour traiter de ce genre de dossier, et sur une petite partie de votre temps de travail. Donc les moyens, il faut bien reconnaître, ne sont pas ceux-là. Donc il faut les utiliser de manière optimale, et le raisonnement selon lequel les pouvoirs de pleine juridiction du juge ne sont que des pouvoirs de modification du montant de l'amende, de fixation du montant de l'amende, à partir du moment où une illégalité a été détectée, est la seule solution qui, à mon avis, soit conforme au droit, mais aussi soit raisonnable en termes d'utilisation optimale des moyens disponibles. Alors, se poser la question annexe, je rentre un tout petit peu plus dans le détail en une seconde, de savoir si on admet qu'il faut détecter une illégalité pour pouvoir reprendre l'amende, est-ce qu'il suffit d'une illégalité sur un point pour qu'on puisse recalculer l'amende dans sa totalité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, lorsqu'on a constaté qu'il y avait sur la détermination d'un des éléments de l'infraction une erreur dans l'arrêt, qu'on censure, est-ce que pour autant on peut reprendre tout, y compris les éléments pour lesquels on n'a pas détecté de malfaçon dans le document dont le juge est saisi? Alors là, c'est un petit peu plus délicat, mais je crois qu'on peut dire qu'il faut que la naissance pleine des pouvoirs de pleine juridiction est à la mesure de la proportion et enfermée dans les limites de l'illégalité détectée. Mais là, il peut y avoir des différences de sensibilité ou des différences de raisonnement selon les juges sur cette question-là. Donc, c'est à la suite de ça, certains d'entre vous se souviennent que j'avais rédigé un éditorial dans la revue Concurrence qui avait été fortement critiqué, notamment parce que je disais qu'il était important que bien que le contrôle juridictionnel doivent être développés par le juge dans le domaine de la concurrence, et il l'avait beaucoup été au début des années 2000, comme l'a dit le président Lasserre, cela reste un contrôle de légalité. Alors certains ont interprété contrôle de légalité comme voulant dire un contrôle de pure régularité formelle de la décision. Et tout mon propos devant vous tend à vous dire que ça n'a rien à voir et que le contrôle de légalité n'est pas un contrôle de la régularité formelle. Il peut l'être, évidemment, s'il n'y a aucun outil de contrôle, mais grâce aux lignes directrices, il est un contrôle efficace parce que il permet d'éviter les duplications en établissant une règle du jeu commune à l'institution et à son juge, fondée sur la jurisprudence et imposant à l'institution une méthodologie acceptée par avance par le juge. Ma conclusion est celle-là, que l'intervention de la juridiction dans le domaine de calcul des amendes, comme dans d'autres domaines, est d'autant plus précise quand elle vise à contrôler l'action d'une autorité administrative, qu'elle connaît la façon de fonctionner de l'autorité administrative qui est vérifiée. L'absence de ligne directrice aboutirait presque mécaniquement à un risque d'arbitraire et à un contrôle inefficace et peu cohérent. C'est pour cette raison que la Cour n'a pas du tout hésité à faire usage de ce mécanisme et à accepter l'usage de ce mécanisme dans son contrôle. L'utilisation des lignes directrices, qui étaient volontaires par le juge, doté de pouvoirs de pleine juridiction, lui donne de grands pouvoirs et nécessite plutôt de sa part un effort d'autolimitation, de self-restraint, pour trouver le bon dosage. Mais c'est normal que le juge ait à faire ce travail de trouver le bon dosage, et il est souhaitable qu'il puisse le faire en ayant plutôt des éléments de contrôle larges que de devoir inventer avec des éléments de contrôle qui sont inexistants. Donc je dirais que le bilan de cette méthodologie suivie par la Cour, introduite par la Commission et suivie par la Cour, est perçu comme un des éléments dont le bilan est très largement positif dans la pratique des institutions de l'Union. Merci. Merci beaucoup Hubert Le Gall pour cet exposé très, très intéressant, très utile, non seulement sur la technique juridique, mais il a eu le mérite aussi, d'une certaine manière, de faire revivre certains délibérés, de nous faire entendre presque des voix de Luxembourg, et chacun, évidemment,
pensée non pas au Luxembourg, mais à Paris. Et donc, je vais maintenant donner la parole à ceux qui vont prendre part aux 2 débats successifs organisés ce matin. Je remercie Carole Xueref et Emmanuel Combe d'avoir accepté de modérer ces 2 tables rondes interactives qui vont permettre successivement à certains n'ont pas pu inviter tous les auteurs des contributions à débattre maintenant à la fois de la méthode, de la bonne méthode, du bon dosage dont parlait Hubert Le Gall, mais aussi, et ce sera l'objet de la 2e table ronde, des critères à prendre en compte pour fixer la méthodologie la meilleure pour fixer les sanctions. Et nous leur cédons sans attendre la place.